Merci beaucoup. Je vais pouvoir enfin me présenter. Merci de m'inviter pour parler un petit peu de mon témoignage. Je suis un chercheur, donc je suis chercheur au CNRS depuis 2011. Euh, on va le voir sur cette diapositive. Voilà, j'ai un parcours finalement relativement classique pour un chercheur, c'est-à-dire que j'ai un parcours universitaire avec une licence. Ce qu'on appelle maintenant un master, master 1, master 2, et puis un doctorat que j'ai effectué à l'École normale supérieure. Ensuite, je suis allé, même d'abord, excusez-moi, j'ai enseigné un an en tant que ce qu'on appelle ATER, c'est un poste d'enseignant-chercheur à l'université, maintenant Sorbonne Université, pour justement montrer que j'étais capable aussi d'enseigner. Pour moi, c'était important d'enseigner dans des classes, je dirais, et des amphis ordinaires. Et puis, je suis parti un an en Allemagne pour faire un postdoc. Il faut montrer quand on est en recherche qu'on est capable de s'intégrer dans des laboratoires, et notamment des laboratoires étrangers, avant d'obtenir un poste permanent, donc recruté au CNRS en 2011. Et la particularité que vous pouvez voir sur cette diapositive, finalement, c'est que j'ai obtenu mon baccalauréat à l'Institut national des jeunes aveugles, donc, ce qui est un petit peu différent des chercheurs ordinaires. Et j'étais en 2011 le premier recruté en tant que personne déficiente visuelle en France au CNRS. Alors effectivement, donc, pour parler un petit peu plus particulièrement de mon cas, donc, moi je suis devenu déficient visuel quand j'avais 10 ans. Je suis arrivé après les vacances de printemps finalement à l'école, et je me suis rendu compte que je ne voyais plus le tableau. Donc c'était un problème le jour-là, mais j'étais au dernier rang comme tous les cancres. Et donc naturellement je me suis rapproché. Au premier rang, j'arrivais encore à distinguer à peu près le tableau. Et puis le jour d'après, finalement, je ne voyais plus non plus, même au premier rang, le tableau, et j'étais incapable de lire dans les livres, dans les manuels. Donc là, on s'est tout de suite dit, mais qu'est-ce qui se passe, oh mon Dieu? Et puis c'est enchaîné avec énormément de tests, parce que comme beaucoup de personnes en situation de handicap, finalement, j'ai une maladie rare, qui est la maladie de Leber, qui est une dégénérescence du nerf optique, et qui normalement ne touche pas vraiment les personnes jeunes. Mais moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, que ça m'arrive suffisamment tôt dans mon parcours de vie. Et du coup, j'ai fait ma scolarité avec. Je suis allé en 6e, 5e en inclusion dans un collège où il y avait une cellule qui devait m'aider à apprendre justement le braille, et puis à m'aider dans mon quotidien. Mais c'était très difficile. J'étais le seul déficient visuel dans tout un très grand collège. Finalement, ça n'a pas très bien marché, cette période d'inclusion, parce que je connaissais pas le braille, je connaissais pas bien les outils de compensation du handicap. J'étais pas mature sur mon handicap, et j'avais pas une famille et des gens autour de moi qui finalement connaissaient ce problème. Donc je dirais que j'ai vraiment eu besoin, après cette période qui n'était pas forcément qu'un échec scolaire, mais qui ne s'est pas très bien passé, notamment au niveau social, j'ai eu besoin d'aller en 4e à l'Institut national des jeunes aveugles à Paris. Donc j'étais interne, moi j'étais originaire de Nancy, où là, l'INJA, c'est donc un institut spécialisé pour déficients visuels, où j'ai eu des cours de locomotion, des cours de dactylographie pour finalement apprendre à utiliser le clavier d'un ordinateur, des cours de bureautique pour apprendre à utiliser un ordinateur, faire des fichiers, les cours de base finalement dont j'avais besoin, et puis avoir une scolarité finalement relativement normale avec d'autres adolescents dans ma situation. J'ai vraiment eu besoin de ce séjour pour ensuite réussir une intégration dans le milieu universitaire une fois que j'avais bien en main des outils de compensation du handicap, et que je savais que j'allais devoir être toujours à la pointe de tout ce qui existe, des nouveaux outils pour réussir à l'université. Alors ensuite, que vous dire d'autre sur moi qu'ensuite j'ai réussi finalement à faire une carrière de chercheur, ce que je fais actuellement assez ordinaire. J'enseigne à l'université dans des amphis comme celui-ci, et puis aussi dans des plus petits groupes à différents niveaux, donc aussi bien en licence qu'en master. J'ai des doctorants, je suis très engagé dans ma communauté de déficients visuels, puisque malheureusement, entre guillemets, c'est très peu connu, les outils de compensation du handicap qui permettent aux déficients visuels de faire des sciences. Vous voyez, c'est un petit peu, je dirais, une niche, malheureusement, alors qu'il en existe énormément qui sont méconnus, bien souvent qui coûtent pas cher, mais qui malheureusement, il n'y a du coup pas d'entreprise qui en fait forcément la promotion. Mais ce qui compte le plus, je dirais, pour réussir socialement,
réussir ce parcours universitaire, réussir en tant que chercheur, ce qu'on peut retrouver, je vais essayer de vous montrer un peu cette slide, le plus important finalement c'est d'être le plus intégré possible, le plus inséré possible. Il y a bien sûr toute cette connaissance de son outil de travail, comme je disais, toute cette connaissance en technique, de bien maîtriser son outil de travail, c'est-à-dire vraiment être un très bon en informatique, hein, pas seulement très bon en informatique et même en programmation, pour rendre son poste de travail, pour rendre son ordinateur vraiment accessible à son propre handicap. Donc il faut vraiment très très bien le maîtriser. Mais c'est une attitude, c'est d'aller toujours vers les autres, d'être toujours très ouvert, d'essayer de travailler à l'université et même dans la recherche en groupe, en faisant des collaborations, mais pas seulement en demandant de l'aide. C'est-à-dire que je suis suffisamment bon et fort et intéressé par ce que je fais, que du coup les autres ont envie aussi de travailler avec moi. À l'université par exemple, tout ce que l'enseignant disait, je l'entendais, je l'écoutais, je prenais des notes, j'étais très actif. Je ne manquais rien de tout ce qui était audible. Par contre, la plupart des étudiants, vous savez, dans les amphis, ils n'écoutent pas vraiment, ils écrivent ce qui a marqué au tableau. Mais du coup, ils ne comprennent plus leurs notes une fois qu'ils sont chez eux, une fois qu'ils sont en dehors du cours. Et donc, on voit bien qu'on pouvait mettre en place une symbiose ensemble, parce que moi, je complétais très bien ce qu'eux, ils avaient finalement manqué. Et donc, ils avaient envie de me rendre le cours accessible, ils avaient envie de me décrire les schémas, les images, toutes les équations que je n'arrivais pas à lire au tableau, que je ne voyais pas. Ils avaient envie de me les décrire pour que moi, je leur explique le cours également. Donc, vous voyez, c'est des collaborations, en fait, que je continue de faire dans la recherche. J'ai des étudiants que je prends toujours en co-direction, de manière à ce que moi, je leur explique les choses qui sont pour moi accessibles. Ça peut vous sembler étrange, mais voilà, tout ce qui va être théorique, toutes les équations, c'est très accessible. Tout ce qui va être ce qui est dans mon domaine très technique, pour moi, je suis expert là-dedans parce que c'est accessible, en fait. Et ce que les autres aiment bien, les voyants, finalement, faire des belles figures, faire des beaux schémas, pour moi, c'est très compliqué, mais finalement, les autres, ils aiment bien. Et donc, j'ai des collègues avec qui je collabore et je leur demande, eux, de faire ça, et moi, je vais les aider sur tous les aspects plus techniques. Donc voilà, c'est vraiment des collaborations que je mets tout le temps en place, de manière à être le plus inséré possible et à réussir mon métier de chercheur. Vous avez peut-être des questions ou... Alors, moi j'ai une question, Ludovic. C'est pour vous venger qu'il y a des fois, vous faites des slides où c'est écrit tout petit pour qu'on ne le voit pas. Non, mais comme je disais tout à l'heure, ils ont pas mis en plein écran. Vous ne savez pas mettre en plein écran? Là, en fait, vous voyez juste la slide qui est pas en plein écran. Non, mais c'était celle sur le parcours professionnel. Elle était... C'est pas en format... c'est pas du tout en format diapositive et plein écran, mais c'est pas grave. Plus sérieusement, quand on vous voit... J'ai fait des slides pour vous, hein. Moi je ne les vois pas les slides. Hein. Ah oui. Je fais un support visuel pour vous. Dites-nous comment vous voyez. Comment vous voyez le monde. Exactement, c'est vrai que j'ai pas Parce que quand vous passez, alors je vais vous dire, quand vous passez votre PowerPoint, bon, vous regardez, donc on se dit, tiens, il voit quand même ce qui se passe. Alors je vois qu'il se passe quelque chose, mais oui, par exemple, je change le fond pour savoir que là, c'est une autre slide. Oui. C'est pour ça que je change le fond de mes slides. Sinon, je ne sais pas du tout ce qui est écrit dessus. Mais donc d'une slide à l'autre, bien souvent, je change quelque chose de très... Et comment ça se passe avec les autres? Parce que quand on vous voit, il n'y a pas de signe, vous n'avez pas une canne blanche, vous n'avez pas... donc, est-ce que ça vous pose des problèmes, parfois, ce handicap invisible au premier contact? Vous voyez, par exemple, moi, je prends beaucoup les transports en commun parce que malheureusement, je ne peux pas habiter très près de mon lieu de travail. Et donc, pour lire le RER, ce genre de choses... il y a des applications, mais mon RER, il change très souvent de quai. C'est très, très embêtant et je ne peux pas lire les... Pour moi, c'est très compliqué de lire les panneaux. Donc, je demande à quelqu'un sur le quai, bien souvent, un peu au dernier moment, parce que le train, il a changé de voie. Et les gens, ils ne me croient pas. Eh oui. Il y a souvent, quand je demande, les gens me disent « Non, mais c'est une caméra cachée. » Je ne sais pas, ils ont l'impression que... Je sais pas. Vous êtes trop à l'aise, vous êtes trop intégré. C'est ça, alors, ça ne marche pas. Mais parce qu'en fait, j'ai une vue périphérique qui n'est pas trop mauvaise. Donc, tout ce qui est gros, je vois à peu près 5-6 couleurs. Donc il faut vraiment qu'il y ait des contrastes forts. Mais c'est ma vue centrale qui est vraiment très mauvaise parce que j'ai plein de petits points blancs qui m'empêchent de vraiment voir le centre. Mais la vue centrale, c'est bien sûr ce qui vous permet de lire, c'est la vue la plus précise. Et la vue périphérique n'est pas très, très, très bonne. En termes de données, bon, ça ne veut jamais trop rien dire les chiffres, mais pour vous dire, voilà, je vois 1/40. Hein, quand vous faites le test oculaire pour lire. En gros, moi je lis en police 48.
pour vous dire. Donc police 48, donc des fois je lis sur mon ordinateur portable, mais en zoomant très fort. Ouais. C'est en police 48, donc je ne vais pas pouvoir On est obligé d'aller souvent à la ligne. Hein, ouais, souvent à la ligne. Y a un truc, enfin tout ce que vous nous avez dit était intéressant. On va revenir sur le sport après et sur les facteurs d'intégration. Mais d'abord, je voudrais vous parler de la plasticité du cerveau. Vous avez dit, bon, moi, en amphi, je ratais rien de ce que j'écoutais, donc vous avez dû développer une mémoire auditive fantastique. Les autres, souvent, la mémoire a une base visuelle ou au moins un ancrage visuel. Et c'est intéressant cette collaboration que vous avez, dont vous nous avez parlé, avec d'autres étudiants, d'autres chercheurs, où en fait vous échangez un peu vos mémoires, mémoire auditive, mémoire visuelle. Est-ce que vous avez réfléchi à ça, à cette plasticité du cerveau, et comment vous avez développé l'adaptabilité de votre mémoire pour aller au bout de vos études? Ah oui, bien sûr, on s'adapte vraiment à énormément de nouvelles contraintes en fait. Hein. Il suffit qu'on soit intéressé, passionné par quelque chose, et finalement on va réussir à mettre des stratégies au point, et puis de réfléchir vraiment à comment faire pour que ce soit accessible. Et effectivement, du coup, j'avais sûrement une mémoire visuelle plus développée quand je voyais correctement. Je ne dirais pas que je n'utilise plus ma vue pour mémoriser des choses, c'est assez curieux. Vous, les médecins dans la salle sauront peut-être mieux comment ça marche, mais par exemple quand je lis en braille, moi qui suis malvoyant, j'ai un peu cette double connaissance à la fois des voyants et du monde des déficients visuels, c'est assez drôle. Mais quand je lis en braille, je vois vraiment ce que je lis avec le doigt, je les vois devant, voilà. Pour moi ça passe devant les yeux. C'est pareil, pour moi c'est la même chose. Vous voyez les petits points? Je vois les caractères. D'accord. Exactement. Et caractères de braille, comme si vous lisiez une bande informatique, une bande perforée, vous voyez les petits points. Ah ouais, mais comme si c'était mes yeux qui lisaient, pas mes doigts en fait. Hein. C'est drôle. Donc c'est assez drôle. Je ne sais pas si c'est parce qu'avant je voyais que du coup j'ai reconnecté les câbles de cette manière-là, je ne sais pas très bien. Alors mais effectivement, plus qu'une mémoire auditive, chez moi c'est beaucoup une mémoire contextuelle. C'est-à-dire que je voulais vraiment, quand j'étais à la fac, manquer aucun cours, parce que je me souviens de quand l'enseignant l'a dit, de ce qui s'est passé au moment où il l'a dit, de comment il l'a dit, le ton, comment je l'ai vécu, comment je l'ai perçu, est-ce que ça m'a surpris, étonné, est-ce que je ne l'ai pas compris sur le moment et je l'ai compris finalement plus tard. Moi, j'ai une mémoire très contextuelle. Je vis en fait, ça peut paraître étonnant, mais un cours, je le vis. Voilà. Alors, dans les facteurs d'intégration, ben, bien sûr, il y a les études, il y a votre carrière professionnelle, il y a le sport aussi. Vous n'avez pas beaucoup paré du sport, vous avez fait du triathlon. Oui, je fais... Ça aussi, c'est un facteur d'intégration et de performance aussi, parce que vous ne faites pas du sport comme ça le dimanche tranquillou, hein, vous en avez fait à haut niveau. Oui, j'en ai fait un bon niveau. J'ai fait différents sports. Ce qui est bien dans le handisport, c'est que finalement, puis qu'on est un peu touche à tout, j'ai fait différents sports ça m'a beaucoup canalisé, mais c'est également un facteur d'intégration assez important. Donc j'ai fait beaucoup d'athlétisme. J'ai été champion d'Europe espoir quand j'avais 17 ans, du 400 mètres. Ensuite, c'était plus compliqué finalement. L'athlétisme demandait quand même de s'entraîner vraiment tous les jours. Au niveau universitaire, avec tout ce qu'il y a, tout le temps, tous les lecteurs dont on a besoin, toute l'accessibilité qu'il faut mettre en place. Les études étaient trop prenantes et donc je ne pouvais pas m'entraîner tous les jours en athlétisme. Donc finalement, j'ai fait ce qu'on appelle du cécifoot. C'est du foot pour les déficients visuels. Ça demandait un petit peu moins d'entraînement. J'ai fait les championnats du monde, les championnats d'Europe. Voilà, j'ai toujours eu besoin de faire du sport. Ça me canalise. Et puis maintenant, je fais beaucoup de triathlon depuis 6 ou 7 ans et j'ai monté une association pour chercher des guides parce que ça peut vous paraître simple hein, d'aller courir ou de faire du vélo, mais pour un déficient visuel, ça ne l'est pas. Il me faut un guide quand je vais courir, il me faut un pilote quand je vais faire du vélo en tandem, et puis de même quand je vais nager, je ne peux pas aller nager comme ça n'importe où tout seul. Donc on a mis en place une association avec des partenariats avec différents clubs valides pour pouvoir justement avoir un réservoir de guides qu'on forme pour être des bons guides, pour s'adapter aux particularités de chaque déficient visuel. Et pour moi, c'est vraiment important parce que finalement, quand on fait du sport ensemble, on devient très rapidement assez proche finalement parce que on vit une activité qui nous passionne ensemble, parce que tout simplement, on doit échanger pour pouvoir aller courir ensemble, on doit se parler, il doit m'expliquer comment est le trajet, est-ce que ça monte, ça descend, est-ce qu'il y a une marche, un obstacle. Donc il y a forcément un dialogue qui se met en place
et ça fait des relations du coup amicales vraiment profondes. Et puis finalement, dans la vie de tous les jours, des petits services, des petites choses, c'est un facteur d'intégration. Le sport, ça permet vraiment, c'est pour ça que l'association que j'ai créée s'appelle A2 c'est mieux. Ça fait plus club de rencontre que club de sport. Mais parce que c'est vraiment le but en fait, c'est de lier le monde des sportifs voyants au monde des déficients visuels. Donc c'est vraiment deux mondes qui se rencontrent et dont on fait le lien. Et c'est très important parce que je pense vraiment qu'ensemble, on apprend beaucoup l'un d'une communauté à l'autre. Et finalement, on apprend beaucoup et on avance bien mieux ensemble.